Messieurs les représentants du gouvernement français, messieurs les adjoints au maire, mesdames et messieurs les représentants des associations, je n'ose pas les énumérer parce que j'ai peur d'en oublier, chers amis du Rwanda, mes chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord de remercier Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Madame Frédérique Calandra, la maire du 20e arrondissement, et leurs équipes respectives, qui ne cessent de manifester leur soutien et réaffirmer leurs engagements. Je voudrais aussi remercier Marcel Kabanda et à travers lui Ibuka France pour tout le travail de mémoire réalisé en France. Mes remerciements vont également aux amis du Rwanda, ici présents, pour leur solidarité sans faille, ainsi que la communauté rwandaise de France pour sa persévérance et sa résilience. C'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons ici, aujourd'hui, au cimetière du Père-Lachaise, devant ce lieu de mémoire pour marquer la 21e commémoration du génocide des Tutsis. Alors que le monde connaît actuellement une flambée de violence inspirée par des idéologies sectaires ou communautaires, la tragédie des Tutsis reste dans tous les esprits. Il y a 21 ans, un régime de terreur venait de déclencher l'ordre d'éliminer les Tutsis du Rwanda. En lui-même, le mot « éliminer » n'est pas assez fort pour décrire les actes de barbarie vécus par plus d'1 million de victimes. Aucune famille n'a été épargnée. Enfants, adultes, vieillards, femmes enceintes, handicapés, personne n'y a échappé. Les criminels ont frappé indistinctement, en même temps et sur tout le territoire, traquant méthodiquement leur proie sans pitié. Par sa rapidité et sa sauvagerie, ce dernier génocide du XXe siècle continue à nous interpeller. Comment cela a-t-il été possible? Pouvait-on l'empêcher? Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté? Les réponses sont tristement évidentes. Le génocide des Tutsis a été rendu possible par l'aveuglement de la communauté internationale qui n'a pas su ou n'a pas voulu en détecter les signaux précurseurs. Il a été rendu possible par une longue et minutieuse préparation qui annonçait clairement les intentions criminelles. On aurait pu imaginer le génocide des Tutsis. On aurait pu empêcher le génocide des Tutsis. On aurait sans doute aussi pu l'arrêter. Le Conseil de sécurité aurait pu l'arrêter. L'Église aurait pu l'arrêter. Mais pour cela, il aurait fallu officiellement qualifier très tôt de la situation de crime contre l'humanité, ne pas soutenir les responsables et surtout avoir une réelle volonté d'agir. Ces questions, les rescapés continuent à les poser chaque jour. Ils sont les témoins de la barbarie abjecte de la haine. Ils ont vu leurs enfants, leurs parents, leurs amis disparaître. Ils sont les témoins d'un massacre de proximité où l'assassin est un voisin, un collègue, un camarade, voire parfois un membre de famille lorsqu'ils ne partageaient pas ce qu'on appelle la même ethnie. Aucune parole de consolation, aucun geste de compassion ne pourra jamais rendre aux rescapés
les êtres chers perdus à jamais. Le temps n'efface pas la douleur. S'il peut la rendre muette, et n'en est que plus aiguë. Notre rassemblement d'aujourd'hui est un réconfort pour les Rwandais en général et les rescapés en particulier. L'histoire du génocide des Tutsis est une leçon de courage et de dignité pour l'humanité. Sachons transmettre ce précieux témoignage. Continuons aussi à exiger que justice soit faite afin que le travail de deuil puisse se poursuivre dans la sérénité. Permettez-moi de rappeler ici les fortes attentes du Rwanda, des Rwandais et des rescapés, ainsi que de tout citoyen du monde épris de justice. En ce qui concerne l'instruction des dossiers et les procédures en cours devant les tribunaux français. De nombreux suspects de génocide pensent encore trouver un refuge tranquille sur le territoire français. Personne n'ignore que le temps fait le jeu des coupables qui bénéficient ainsi d'une impunité par défaut. Des curés de paroisse poursuivis pour génocide officient en France en toute sérénité des messes et assurent la confession des fidèles français de bonne foi. Des médecins, pourtant recherchés par Interpol pour génocide, exercent en toute quiétude en France. La liste est longue. Par ailleurs, la Cour suprême continue à rejeter systématiquement les demandes d'extradition vers le Rwanda, alors que de nombreux pays y répondent favorablement. C'est le cas des pays voisins comme les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, l'Allemagne et des pays plus éloignés comme les États-Unis, le Canada et beaucoup d'autres pays africains. Une lueur d'espoir toutefois. Un premier criminel a été lourdement condamné devant les assises et 2 procès devant la Cour sont prévus au courant de l'année prochaine. Nous ne pouvons qu'encourager la justice française à poursuivre ces efforts. Les mécanismes d'investigation et d'instruction mis en place fonctionnent. Il faut à présent qu'ils montent en puissance afin de mieux servir la justice. De même, alors que nous avons célébré les 100 ans du génocide des Arméniens ainsi que la libération du camp d'Auschwitz il y a quelques mois, la justice doit aussi s'exercer avec la plus grande rigueur à l'encontre de ceux qui propagent les thèses révisionnistes ou négationnistes sur les génocides qui ont marqué le XXe siècle. Les propagateurs ont changé de stratégie. Face à l'évidence, ils ne peuvent plus contester la réalité du génocide, ainsi que le nombre des victimes ou les conditions atroces de leur exécution. Alors ils tentent de semer la confusion, le trouble, en invoquant un double génocide ou la théorie du complot. Nous devons tous rester vigilants. Le négationnisme, le révisionnisme et la banalisation du génocide des Tutsis peuvent trouver un écho auprès de ceux qui sont mal informés. Ensemble, continuons à défendre la vérité et à dénoncer ceux qui veulent refaire l'histoire. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette 21e commémoration nous invite aussi à revenir sur l'année 1995 au Rwanda, au lendemain du génocide. Quand on voit le Rwanda d'aujourd'hui, de 2015, on a du mal à imaginer l'état dans lequel se trouvait le pays au lendemain du génocide.
C'est en effet un pays totalement dévasté que les Rwandais ont dû reconstruire. Restaurer l'État, reconstruire les infrastructures, remettre sur pied l'économie et ressouder le tissu social. En libérant les Rwandais, les combattants du Front patriotique rwandais ont mis en place les conditions nécessaires pour retrouver les fondements de la nation rwandaise. Très tôt, le leadership du président Kagame a appelé au dialogue et à l'unité et inspiré une vision commune de l'avenir. Fédérant les énergies, ce leadership a accompagné sans relâche l'effort des Rwandais. 20 ans après, la volonté des Rwandais force l'admiration. En mobilisant leur potentiel et en puisant dans leurs propres valeurs, ils ont retrouvé ce qui avait fait leur force pendant des siècles, à savoir le travail, la résilience, la fraternité et la solidarité. En moins d'une génération, les Rwandais ont non seulement réussi à reconstruire leur pays, mais aussi à le transformer. Cette transformation n'a pas été décrétée. Elle a été construite avec l'adhésion de tous. Cette transformation a été lente, progressive, mais aujourd'hui on peut dire qu'elle est irréversible. Elle reflète la cohésion et la détermination d'un peuple uni dans un projet commun. Chers compatriotes, nous vous savons mobilisés, mais nous voudrions vous voir encore plus engagés. Chacun d'entre nous doit être conscient du rôle qu'il peut jouer dans le pays. L'avenir du Rwanda ne pourra être assuré que par un travail d'équipe. En unissant nos forces, nous sommes certains de faire avancer notre pays, le Rwanda. De plus, c'est le meilleur hommage que nous puissions rendre à ceux que nous avons perdus. C'est le plus grand réconfort que nous puissions apporter à ceux qui ont survécu. Je vous remercie.